Avant de commencer, je voudrais préciser que j'ai construit ce diaporama grâce à l'aide d'une collègue, Sylviane Guiampino, que certains connaissent si vous étiez au congrès l'année dernière à Paris. Voilà, on a engagé des débats d'idées très, très, très importants et je crois que, comme on fait en généralement beaucoup entre psychologues, quand on construit des montages comme ça ou des articles, voilà, ce partage est vraiment très précieux. Et donc, j'en profite vraiment pour la remercier pour son regard qui a donné toute la richesse à ce diaporama. Alors, comment dire, nous entendons des termes, beaucoup de termes dans les médias qui inquiètent parce que les termes que l'on entend font référence à des choses un petit peu dramatiques et on peut faire référence au président Macron qui a utilisé lors de sa première prise de parole pour les Français, avant le confinement, il a dit que voilà, nous sommes en guerre. Il l'a prononcé 8 fois. Donc, ce qui a pu être inquiétant pour les enfants et les adultes, pour les personnes âgées, parce que sans aucun doute, cela évoquait des choses dramatiques pour certains d'entre eux. Pour les enfants, parce que l'évocation de la guerre, quelque chose qu'ils n'ont pas connu, ou sauf, j'ai envie de dire, effectivement, malheureusement à la télé, mais ils ont forcément fantasmé sur ce mot-là. Et puis, voilà, peut-être, j'ai envie de dire, leurs parents qui eux aussi ont essayé sans doute d'expliquer les choses le mieux possible, mais quand les termes de traumatisme, sidération, stress, symptômes post-traumatiques, il y a énormément de sujets, d'articles écrits précédemment. Je crois que hier, dans Le Monde, par exemple, par un pédopsychiatre, qui utilise ces termes-là. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais peut-être juste les définir rapidement pour qu'il n'y ait pas de confusion sémantique, parce que il y a des conséquences au vocabulaire utilisé dans les médias pour parler de crise sanitaire. Et ces concepts ne veulent pas dire la même chose. Alors, quand on parle de traumatisme, le mot traumatisme est un mot qui est dérivé du grec, qui signifie à la fois une effraction ou une blessure. Donc, lorsque l'on parle de traumatisme, on désigne les conséquences d'un événement qui est soudain, qui est intense et qui peut être brutal et qui peut entraîner bien évidemment un choc psychique, mais aussi laisser des traces, quelquefois durablement, sur une personne qui va souffrir pendant un temps plus ou moins long. Quand on parle de sidération, je n'ai pas envie de dire qu'on est un cran au-dessus, c'est un état de stupeur émotive, mais dans lequel la personne se sent figée. Elle peut donner parfois une perte de conscience, ou de connaissance, mais de conscience, et elle peut quelquefois être rigide dans son corps, et elle peut, ou éventuellement avoir des tremblements, mais c'est une sidération, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on entend, qu'on n'imaginait absolument pas, et c'est comme si le corps était totalement anesthésié, et parfois l'esprit aussi, puisque la sidération peut aussi être une sidération de la pensée. Quand on parle de symptômes post-traumatiques, eh bien, comment dire, notre système psychique, neuropsychique, nous mémorisons en tant qu'être humain, dans notre système neuropsychique, plus facilement des événements qui sont stressants que des événements agréables. Alors, c'est pas du tout que nous préférons le drame que la joie, mais le fait de se souvenir des éléments stressants sont un mécanisme de survie pour l'être humain. Parce que l'être humain, quel que soit son âge, va avoir une mémoire de cet environnement hostile, et de fait, il va pouvoir se préparer pour affronter des événements qui vont être identiques. Et dans un état de stress intense, et la mémoire d'une personne peut être perturbée dans le stress post-traumatique, et j'ai presque envie de dire que indépendamment du syndrome post-traumatique ou du stress post-traumatique, la mémoire paye toujours la facture concernant cet état de stress. Donc en fait, la personne n'est plus capable d'adapter sa situation
avec des bons ou dans des bons ou dans des mauvais contextes. Je vais prendre un exemple pour illustrer. Si quelqu'un malheureusement a vécu en temps de guerre et a pu vivre l'expérience d'une explosion qui a pu faire plusieurs morts, c'est d'un traumatisme très très important ou d'une sidération. Mais si par exemple la personne en ayant assisté à cette explosion dramatique lève les yeux et voit un vol d'oiseaux dans le ciel, si quelques mois après, quelques années après, et quelquefois de longues années après, lorsque la personne voit ce vol d'oiseaux, il est possible que lorsque la personne voit ce vol d'oiseaux, eh bien, à nouveau, elle se trouve dans la même situation qu'au moment de l'explosion. Donc, ça veut dire que, alors que cette situation ne présente finalement aucune menace. Et donc, la personne peut prendre peur. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, c'est quand les choses se rejouent dans l'avenir et que la personne se retrouve dans la situation d'origine, alors qu'elle n'est pas dans la situation d'origine, mais elle n'arrive plus à faire la différence entre ce qu'elle vit actuellement et ce qui s'est passé dans le passé. Alors, on parle aussi de résilience. Alors, ça a une connotation évidemment beaucoup plus positive, la résilience. La résilience fait référence au comportement psychique que mettent en place les personnes pour faire face à des situations qui sont difficiles, compliquées, comme des événements qui concernent les accidents, les maladies, des carences affectives graves quand l'enfant était petit, l'enfant a une capacité de résilience très importante, ou les personnes qui sont dans une grande précarité. Bref, la résilience concerne soit la capacité à surmonter ce type de situation dramatique, soit la récupération ou le maintien d'une intégrité psychique après un traumatisme. Alors, si nous sommes très inégaux dans la manière de vivre les traumatismes, les sidérations ou les stress post-traumatiques, nous sommes aussi extrêmement différents dans notre manière de pouvoir se sortir d'une situation dramatique. On dit que, on utilise ces mots-là et on dit, on voit dans les médias et on entend qu'il y aura un avant et un après. Alors, est-ce qu'il y aura un avant ou un après? J'ai envie de dire certainement, comme tout événement dramatique qui se pose dans une vie de quelqu'un. Et là, ce n'est pas une vie, c'est des vies, c'est l'humanité, c'est ce que les gens vivent sur la planète. Eh bien, évidemment, on peut espérer que le confinement aboutira à un travail réflexif sur l'avenir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais peut-être que les 2 premières semaines ou les 3 premières semaines du confinement en France, on entendait que, ma foi, il fallait réfléchir à la planète, il fallait réfléchir à une nouvelle économie, à une nouvelle éducation. Puis on se rend compte que petit à petit, peut-être que ce qu'on a envie, c'est que les choses redeviennent comme avant et les choses ne doivent surtout pas revenir comme avant. Mais avant de pouvoir aborder ce sujet-là, j'aimerais effectivement vous parler des conséquences possibles, donc des mots utilisés, et puis de ce que chacun de nous, enfants, adultes, adolescents, adultes, aura vécu ou pourra avoir comme conséquence suite à ce drame qui est en train de se jouer sur cette planète. Alors, il y aura des conséquences, évidemment, chez les enfants, chez les adultes, des symptômes de type généraux, psychologiques, comme bien évidemment, et je pense que c'est une conséquence, mais ces conséquences n'attendront pas la fin du confinement, elles existent déjà, comme les troubles émotionnels ou le risque de dépression. Le stress, on en a parlé, mais la mauvaise humeur ou l'irritabilité ou l'insomnie ou la colère, parfois l'épuisement émotionnel, l'angoisse, la peur, la tristesse, le repli sur soi. Tous ces symptômes sont toujours une forme de langage pour exprimer ce qu'on ne peut pas exprimer. C'est une suite de sidération ou de traumatisme, parce que lorsque l'on vit un traumatisme, c'est pas parce qu'on comprend que les choses se règlent tout de suite. C'est-à-dire, il se passe un temps pour que nous puissions réellement intégrer ce qui se passe. Et certains de ces troubles dont je viens de parler sont des troubles, je sais pas ce qu'on veut dire, ordinaires, peut-être normaux, mais ce sont des troubles qui expriment un espèce d'intermédiaire où on ne comprend pas et on n'a pas la main sur ce qui se passe dans son environnement, et c'est absolument insupportable. Il y aura aussi des symptômes de fragilité cognitive. Et là c'est pareil, on a pu le voir pour les parents ou les gens qui travaillent
ou les parents qui s'occupaient de leurs enfants qui ont dû arrêter de travailler à un moment, ou chez les enfants, chez les adolescents, une forme de découragement ou de démotivation par rapport au travail qu'ils avaient engagé, qu'ils devaient engager, donc une forme de désengagement cognitif, alors que ce sont des enfants qui habituellement n'ont pas de difficulté d'apprentissage pour certains. En tout cas, les recherches de sollicitation minimale. Et là encore, ces conséquences sont encore une fois, elles sont nécessaires, mais enfin, je disais, elles sont nécessaires. Oui, elles sont parfois nécessaires parce que, encore une fois, passer d'un drame à quelque chose qui serait d'une reprise en mettant une croix sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire sans avoir d'émotion particulière, serait absolument dramatique. Et je crois que ça participerait aux symptômes post-traumatiques. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait une forme comment dire, enfin, quelque chose qui s'effondre. Il faut une forme d'effondrement, mini ou grand effondrement, ça dépend des gens, mais il faut un effondrement pour pouvoir reconsidérer les choses et les reprendre en main. Et ce que nous vivons en ce moment au niveau international, c'est une prise de conscience de la grande vulnérabilité de la société humaine mondiale. Et chacun d'entre nous avons pris conscience de cela. Et forcément, il ne se peut pas que chacun d'entre nous ne soyons pas, comment dire, touchés par cette grande émotion qui nous traverse. Les conséquences, pour les contraintes, je vais essayer de les catégoriser en trois. Il y aura évidemment des conséquences sociales dans le sens où le lien social est totalement indispensable à l'être humain. L'être humain ne peut pas exister sans l'autre. Pour exister, il faut un autre. Pour prendre conscience de soi, pour vivre, pour continuer à prendre conscience de soi, il faut un autre. Et quand il n'y a pas d'autre, on ne peut pas exister. Alors vous allez me dire, mais il y avait des autres, il y avait des frères, il y avait des sœurs, il y avait la famille. Oui, bien sûr, il y avait des autres, mais des autres qui eux aussi vivaient des choses difficiles sans forcément pouvoir partager, parce que je pense que chacun a essayé de préserver l'autre justement dans sa famille de manière la plus adéquate, la plus douce possible peut-être. Dire aussi que les sollicitations entre pairs, je disais, c'est une nécessité, mais c'est peut-être plus que ça. C'est une transmission d'énergie, c'est une dynamique qui est totalement essentielle à l'être humain. Et de ce fait, le confinement a été vécu parfois comme une forme d'emprisonnement. Et ce qui a pu rajouter à cette conséquence sociale, eh bien, c'est que la difficulté à percevoir l'avenir est source d'angoisse parce que il est très difficile aujourd'hui de savoir ce qui va se passer. Est-ce que après le confinement, est-ce que ça va durer quoi? Ça va durer 2 mois, ça va durer 6 mois, ça va durer 1 an, ça va durer 3 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les mesures qui vont être prises? Quelles sont les conséquences économiques? Je crois que personne ne peut réellement savoir. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et puis, on ne sait pas non plus comment le virus va continuer à évoluer. Donc, c'est source d'angoisse, bien sûr, et c'est bien difficile d'entrer dans les relations sociales et de reprendre une vie sociale. On le voit bien après le confinement, on va le voir enfin, en France à partir de ce lundi, comment cela va être compliqué, et en particulier pour le toucher, par exemple. Vous faites comme moi des courses en supermarché, sans doute une fois par semaine. Les gens se regardent de manière étrange, ne se touchent plus, c'est vite. Il va falloir réapprendre à communiquer de manière plus sereine. Et pour les conséquences sociales, sans doute aussi faire le deuil d'une vie qui ne sera plus comme avant le Covid. Et bien sûr, elle ne sera plus comme avant le Covid, mais quid de ce que sera l'après? Donc c'est un intermédiaire où globalement on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas du tout ce vers quoi on va, et c'est forcément extrêmement anxiogène. Pour les conséquences psychologiques, eh bien, cette protection physique, en fait, le confinement, aura pu être vécu aussi comme une agression psychique. Même quand les personnes, enfants et adultes, ont pu être dans un milieu
favoriser dans le sens de l'environnement, je veux dire, c'est-à-dire que c'est plus facile d'être confiné dans une maison avec un jardin que dans un appartement de 50 mètres carrés, sans cours, dans un endroit voilà, pas très sympathique où, par exemple, il y a on entend les bruits chez les voisins, enfin bref, on n'est pas tous confinés de la même façon. Et effectivement, ça a pu être une agression certaine pour un certain nombre d'entre nous. Et concernant ces conséquences, les émotions, finalement, ont été totalement exacerbées. Et dans ces cas, dans ces moments de difficulté et de drame, il est difficile de refouler ces émotions. C'est difficile pour les enfants, c'est quasiment impossible avant l'âge de 15 ans d'apprendre à refouler ses émotions, tout simplement parce qu'on n'a pas tous les lobes cérébraux qui permettent de le faire, mais c'est aussi extrêmement compliqué pour les adultes. Et donc, dans cette difficulté-là, il y a toujours la possibilité d'utiliser l'autre comme exutoire à sa propre souffrance. C'est parfaitement humain, ça n'existe pas que chez les humains d'ailleurs, c'est vrai aussi chez tous les êtres humains. Chez les humains, en général, ils apprennent à inhiber leurs pulsions, mais encore une fois, dans des cas de drame et de grand stress, c'est extrêmement compliqué de pouvoir inhiber ce genre de choses. Et donc, l'impuissance à agir sur son environnement peut générer de la colère, de l'anxiété, et peut fragiliser l'équilibre d'une personne qui, par ailleurs, n'apparaissait pas comme telle avant la crise. Et on peut être parfois étonné de certains comportements de personnes, mais encore une fois, ce sont des choses que l'on voit qui sont, je ne vais pas dire ordinaires, mais qui n'inquiètent pas outre mesure par rapport à ce qu'elle est en tant que stabilité psychique. Mais voilà, on peut tous avoir ces difficultés d'équilibre de psychique dans ces moments si compliqués. Et puis, les conséquences cognitives, parce que l'enfant peut être dans une fragilité dans ses compétences d'apprentissage en ce moment. Et en effet, je crois qu'on ne peut pas, et sans doute qu'on ne doit pas, mais on ne peut pas demander à un enfant de produire les mêmes compétences cognitives alors qu'il se joue autour de lui un drame mondial. Les compétences ne se produisent pas toutes seules, elles s'articulent avec ce que l'enfant perçoit de son environnement. Et ce qu'il perçoit de son environnement aujourd'hui est anxiogène. Et on ne peut pas demander à l'enfant de faire l'impasse, de mettre ça derrière, en disant, ben voilà, tu reprends tes études comme s'il n'y avait rien, tu donnes autant d'énergie cognitive parce que je crois que c'est surhumain et qu'aucun adulte n'est capable de faire ça, et les enfants, évidemment, d'autant moins. Donc, forcément, les enfants ont eu des défauts de concentration, c'est évident, et une forme de sidération de pensée qu'il faut, je crois, absolument respecter et qu'il faudra aussi respecter quand ils vont revenir, parce que je crois que ça durera certainement quelques semaines encore. D'autres conséquences possibles, des points de vigilance, en tout cas concernant les conséquences possibles. Alors, ça va vous sembler étonnant, peut-être étrange que je puisse parler du concept de culpabilité ou de régression, qui est peut-être plus compréhensible, mais de culpabilité en cette période, parce que beaucoup d'adultes et d'adolescents, forcément, pendant ces périodes de confinement, qui vont durer aussi pour d'autres pays, auront forcément à maintes reprises baissé les bras, et ou auront perdu momentanément leur sang-froid, ou quelquefois auront pu avoir des comportements étranges, pas très acceptables, auront pu hausser le ton face aux autres personnes de la famille, ou auront pu exploser de colère face aux situations qui leur ont été imposées, et du coup, justement, qu'ils ne pouvaient contrôler. Parce que, comme je vous disais, c'est très compliqué dans cette période de forte fragilité mondiale de pouvoir se contrôler, ou d'avoir cédé au désarroi, à l'abattement, au découragement. Et sans doute que certains parents, évidemment sans s'en rendre compte, auront peut-être fait preuve de violence physique, psychique, sur leurs propres enfants, et pourront aussi, de ce fait, parce que c'est inacceptable pour eux, évidemment, puis ça l'est, développer des mécanismes de protection de soi ou de déni. Et je crois qu'il est difficile pour un environnement, en particulier l'environnement familial, mais c'est vrai aussi dans tout environnement, c'est vrai pour l'environnement scolaire, quand quelqu'un ouvertement a posé un acte de violence en disant « mais non, mais finalement, je ne l'ai pas fait ». Donc, quand on dit ça, je ne l'ai pas fait,
On peut dire je ne l'ai pas fait en l'ayant fait, en étant tout à fait conscient de l'avoir fait, mais c'est insupportable de se rendre compte que l'on a été capable de faire ce type de choses, et donc il peut y avoir du déni. Et donc face à ce déni ou face à ce mécanisme de protection, les adultes auront énormément de culpabilité. Alors, en France, par exemple, je crois que les violences conjugales et les violences faites à enfants ont augmenté de 30%. 30%, c'est énorme. Énorme. Et de ce fait, en France, en tout cas, évidemment, c'est plutôt une bonne chose que les enfants reviennent à l'école. Évidemment, si les conditions sont réunies, mais pour certains enfants, c'est presque un principe de survie. Concernant les enfants, eh bien, ma foi, ils auront fait avec les émotions contradictoires de leurs propres parents ou des adultes en général. Et ils l'auront fait aussi avec culpabilité, parce que eux-mêmes, forcément aussi, auront pu avoir l'impression de ne pas avoir pu répondre aux exigences des adultes. Alors, tant au niveau de la scolarité, parce que dans certains établissements, la pression de la scolarité a été très très forte malgré cette période de confinement et de drame, comme je vous le disais. Peut-être certains auront eu des difficultés à faire tout seuls, alors que leurs parents travaillaient et qu'ils avaient envie de les solliciter ou qu'ils les sollicitaient trop, enfin, ou au niveau de leur comportement, puisque les enfants aussi ont pu exploser psychologiquement. Et ça aussi, c'est très culpabilisant, parce que l'enfant, de fait, a toujours envie d'être conforme aux exigences des adultes sur lui. Donc, et puis, il faut comprendre que l'enfant a des prédispositions à se sentir coupable. Et eux aussi pourraient développer des comportements d'autopunition. L'autopunition, c'est un comportement psychique très, très connu chez l'enfant, mais c'est-à-dire que quand l'enfant pressent qu'il a fait quelque chose de mal et que ce n'est pas, c'est pas forcément perçu comme ça parce qu'on va pas lui dire, mais quand lui pressent qu'il a fait quelque chose de mal, il peut se mettre dans des comportements qui vont le mettre en danger, ce qu'on appelle un comportement d'autopunition. Concernant les comportements régressifs, il y aura évidemment des enfants qui auront réduit considérablement leur comportement d'autonomie. Je pose une question à papa, maman répondent. Donc ça peut être un peu facile. Et puis le fait de répondre, on peut comprendre aussi que les parents vont dire, voilà, je te donne la réponse, retourne à ton travail et continue comme ça je vais pouvoir continuer à travailler. Encore une fois, tous les comportements, j'ai presque envie de dire, sauf ceux de violence, bien évidemment, hein, mais ce type de comportements sont acceptables. Il va juste falloir faire le ménage et puis comprendre, en discuter avec les enfants pour qu'ils puissent à nouveau être clairs par rapport enfin clair, en tout cas le plus clairvoyant possible, par rapport à ces situations-là. Mais il y aura forcément une perte d'autonomie. Des adultes qui eux aussi ont eu du mal, comme leurs propres enfants, à respecter des horaires habituels ou à les faire respecter à leurs propres enfants. Ça dure, hein, ce confinement, ça dure, et il n'y a plus de repère temporel entre l'école, la maison, ou le travail de leurs parents et la maison. Ils sont à la maison, et néanmoins, il faut mettre des barrières qui du coup, sont imaginaires, puisque c'est le même lieu. Donc, ça a sans doute été très difficile de faire respecter ces horaires. Des comportements de communication aussi qui auront été réduits à cause du confinement, et sans doute aussi une exacerbation de la communication numérique, et il va falloir apprendre à réinverser les choses. Des comportements de peur, comme je les nommais tout à l'heure, avec toutes les régressions de la pensée. On peut citer, en France en tout cas, ce que l'on a vu, mais je crois que on a vu ça dans d'autres pays aussi sous une autre forme. Mais par exemple, les infirmières qui stationnaient pour aller soigner des patients dans des immeubles se sont vues mettre des mots extrêmement désagréables où on leur demandait d'aller stationner ailleurs parce qu'elles risquaient de contaminer d'autres personnes. Donc beaucoup de violence par rapport à une crainte. Donc ce sont malheureusement des choses qu'on voit effectivement en temps de guerre, qui auront beaucoup fait réfléchir aussi les enfants qui ont vu ça sur les comportements des humains. Donc il y a une forme de régression de pensée dans des situations de stress intense. Voilà, et peut-être aussi dans les phénomènes des régressions, les attentes d'aide disproportionnées de diverses institutions. Et comme si finalement, dans cette angoisse terrible, en disant, mais c'est comme s'il fallait sortir la tête de l'eau, aidez-nous et aidez-nous pour tout. Et là, encore une fois, sans aucun jugement de valeur, mais c'est ce qu'on appelle un phénomène de régression. J'aurais voulu aussi différencier certains concepts qui me semblent importants pour
pour expliquer que aucun d'entre nous n'aura vécu ce moment de confinement de manière semblable, bien évidemment. On confond souvent les termes de solitude, d'isolement ou d'isolement. Alors, par solitude, comment dire, on peut être seul sans être isolé socialement. D'autant plus quand l'environnement, évidemment, quand il est suffisamment bon, est un bon support solide du moi, de la consolidation du moi. Ce que je veux dire par là, c'est que en tant qu'individu, qu'on soit un enfant ou un adulte, si mon environnement est suffisamment solide, je peux prendre un temps pour moi, dans la solitude, pour réfléchir à qui je suis, à ce que je fais, à comment j'intègre les choses, et je peux revenir finalement dans le groupe avec les autres parce que ce passage par moi n'est pas une difficulté. Donc on peut être séparé tout en étant avec, et ce moment de solitude est indispensable pour tout individu. L'isolement, en revanche, confère un peu un sentiment de fragilisation ou d'insécurisation. C'est un sentiment qui peut être ressenti un peu comme un abandon ou un risque de repli sur soi. Donc, surtout dans la solitude, il y a des gens qui ont vécu ce période de confinement dans la solitude, presque quasiment totale. C'est le cas pour les personnes âgées. Ça a été d'une souffrance incroyable. Et puis, les personnes qui ont vécu seules. Et ce qu'on appelle l'isolement, alors l'isolement, il peut être positif ou négatif. Alors là, par exemple, l'isolement, on va considérer qu'il a été positif dans la situation sanitaire du confinement. En tout cas, c'est le choix qui a été fait de la France. Mais il est négatif si je me détourne des autres et si les autres se détournent de moi. Et donc, cette situation d'isolement peut être une conséquence. C'est-à-dire que j'ai pu aussi, pendant ces moments, être dans des moments de confinement, m'enfermer dans une forme d'isolement. Quelques réflexions peut-être pour illustrer ou insister peut-être sur les mots que je viens d'utiliser. Le confinement aura été vécu dans des environnements pour certains qui étaient sécurisants et pour d'autres qui ne l'étaient pas. Et ces confinements pour les enfants ou les adultes aura été accompagnés ou pas accompagnés, encore une fois en fonction des configurations des familles. Et lorsque l'isolement est mal vécu à cause de l'absence de lien ou de sens, eh bien chacun d'entre nous, chaque être humain est soumis à lui-même. En cas de difficulté, quelle qu'elle soit, chaque humain est toujours soumis à lui-même. Et alors, dans les grandes catastrophes, il y a évidemment ce qu'on est en train de vivre. Je pense aux tours jumelles, ça veut dire que qui se sont effondrées. Ça veut dire que ce sont des événements qui marquent l'humanité entière. Et dans chaque drame, qu'il soit de cette nature-là, en tout cas, lorsque c'est l'humanité entière qui est touchée, il n'y a pas de séparation entre un drame planétaire, humain, et un drame individuel. La barrière est très très fine. Je suis un humain, j'appartiens à cette humanité. Et si j'appartiens à cette humanité, je suis forcément imprégné de ce drame humain. Et donc, dans ce moment de forte fragilisation, nous sommes forcément obligés de revenir, c'est une forme de protection, à l'intérieur de nous-mêmes. En gros, on devient son propre interlocuteur. Et il n'est pas toujours facile d'être en amitié avec soi-même. Et donc, l'isolement, c'est un empêcheur de refouler en rond. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant qu'être humain, et les bébés font ça depuis qu'ils sont tout petits, nous avons quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on appelle le refoulement, cette capacité de refoulement. Ça veut dire quoi, refouler? Ça veut dire que dès le bébé, dès lors que nous vivons des choses que nous, individuellement, pensons, vivons comme étant insupportables, on a cette faculté extraordinaire de zapper le souvenir dans une espèce d'autre mémoire qu'on appelle l'inconscient, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais dans cette autre mémoire qui est chargée en quelque sorte d'enfermer ce souvenir pour qu'il ne réapparaisse pas, pour qu'il ne se rappelle pas à nous, pour que nous puissions continuer à vivre. Et dans ces moments-là de grande fragilité, eh bien, cette mémoire elle est fragile. En général, il y a une différence entre le conscient et l'inconscient. C'est bien scindé en deux, mais cette période de fragilité augmente la porosité justement entre l'inconscient et le conscient. Ça veut dire qu'il y a des souvenirs qui sont dans cette mémoire inconsciente qui peuvent se rappeler à nous.
parce que nous sommes en grande fragilité, alors que nous avons mis énormément quelquefois toute notre vie à mettre de côté. Donc c'est une forme de réactivation de traumatisme, de la difficulté d'avoir vécu des manques ou des déficits. C'est toujours un moment où il y a un peu une fragilisation de tous ces contenus inconscients qu'on a mis de côté. Donc c'est une période de forte remise en question, d'introspection, et de plus, l'environnement perçu en ces temps de drame, eh bien, nous pousse à nous interroger sur nos propres valeurs et sur celles des autres. Donc c'est vraiment un temps j'ai envie de dire, c'est un champ en friche en fait. C'est un temps où à la fois on coupe l'herbe et on continue à semer et on continue à pousser, à grandir, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, chaque personne qui reviendra dans son établissement, que ce soit avant l'été peut-être ou après, je crois ne reviendra jamais comme elle l'a quitté. Elle sera quelqu'un d'autre et cet autre devra composer avec le regard des autres, c'est-à-dire des enfants et des adultes qui s'attendront pourtant à voir la même personne, mais nous ne serons pas les mêmes personnes. Et en gros, on reviendra dans son établissement scolaire avec cette idée que je suis autre, parce que j'aurais vécu des événements douloureux, mais l'autre ne le perçoit pas, ne le percevra pas, sauf s'il y a des partages. Et donc le confinement exacerbe les liens que chacun d'entre nous, on essaie d'équilibrer à la fois entre son intériorité et son extériorité, et puis l'équilibre qu'on a aussi, qu'on essaye de mener, ou tenter enfin le lien qu'on tente d'équilibrer entre nous et les autres. Alors il y a une inquiétude qu'on entend souvent, mais est-ce que finalement, est-ce qu'il faudra resocialiser les enfants? Alors, je crois qu'il faut se rassurer par rapport à ça, parce qu'il faut prendre conscience que comment dire, la socialisation, si on utilise ce terme-là, c'est quelque chose qui commence dès la naissance. L'enfant est socialisé avant d'aller à l'école, en dehors de l'école. L'enfant prend conscience qu'il y a d'autres, qu'il y a un autre, tout petit, dès sa naissance, et que déjà à ce moment-là, dès lors qu'il arrive au monde, il est déjà dans un processus de socialisation. Et donc l'école participe à cette socialisation, c'est un modèle parmi tant d'autres. Est-ce que c'est un modèle de socialisation? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle participe à la socialisation parmi tant d'autres. Donc on parle, je pense que les sociologues s'entendent là-dessus, on parle de socialisation primaire. Ça veut dire que ce sont les enfants qui intériorisent peu à peu les codes dans des groupes qui sont restreints, comme la famille, comme l'école, comme les groupes d'amis, et ils le font en particulier grâce au langage. Et on parle aussi de socialisation secondaire, ce qui veut dire que la socialisation ne s'arrête pas à l'enfance. La socialisation secondaire, c'est un processus qui va se poursuivre tout au long du chemin de la vie. Parce que tout au long de la vie, on va avoir des rôles différents. On était enfant, puis on va être adolescent, puis on va être adulte, on sera peut-être père et mère, en tout cas on va avoir un métier, on va pouvoir changer de métier, etc. Et donc nous allons devoir composer avec ces différents rôles et en fonction de notre environnement, donc nous n'arrêtons jamais de se socialiser. Et donc, il n'y a pas de crainte par rapport à ça. Les enfants n'auront pas perdu cette socialisation primaire et le processus secondaire aura été altéré. Mais il aura été interrompu à cause de l'isolement, mais ils n'auront pas perdu cette socialisation, même si, comme je le disais, l'être humain a absolument besoin des autres pour pouvoir exister, parce que c'est ce qui fonde la dynamique humaine. Et peut-être on peut peut-être se questionner autour de cette, on peut se questionner autour de cette phrase, mais est-ce que finalement socialiser à l'école, est-ce que ça pourrait vouloir dire, ou est-ce que c'est comprendre et vivre le sens de la solidarité humaine? Il y a eu des mouvements de solidarité absolument extraordinaires dans le monde entier, et sans doute qu'il y aura quelque chose à continuer de cet ordre-là dans ce qui va arriver dans les semaines ou les mois à venir. Alors comment accompagner le retour? Sans doute rester sensible aux paroles des élèves qui disaient d'ailleurs pour certains vouloir garder le lien avec l'enseignant. Certains avaient peur de revenir à l'école et de se dire voilà, nous on ne voudrait pas retrouver un enseignant qui ressemble à celui d'avant, c'est-à-dire quelqu'un qui est devant sa classe et puis qui n'est pas en lien. Donc ils ont apprécié ce lien privilégié avec les enfants. Et donc les élèves ont dit quelque chose d'extrêmement important, de la volonté de ce lien enrichi avec l'adulte. Je crois qu'il va falloir aussi laisser un temps ou un lieu d'écoute pour les adultes qui le souhaitent, les enfants et les adultes qui le souhaitent,
parce que personne ne vit les souffrances avec la même intensité. Personne ne se donne les moyens de mettre en mots de la même façon et personne n'a les mêmes moyens non plus de mettre en mots ou en comportement ces difficultés. Et donc, bien sûr, il va falloir expliquer les dangers, évidemment, les conduites à tenir pour les gestes barrières, mais surtout proposer des mots sécurisants. Bien sûr, il ne faudra pas parler que des souffrances, mais surtout être porteur de possibles pour l'avenir. En tout cas, il ne va falloir ne rien laisser à la porte de l'école. Je crois que si les enfants arrivent à l'école sans qu'il y ait une espèce de sas ou un sas intermédiaire entre l'avant et l'après, je crois qu'on pourrait peut-être être responsable de stress post-traumatique, c'est-à-dire de choses qui vont continuer à vivre dans les années à venir. Il y a un moment où on doit déposer. Et l'école, je crois, doit aussi servir à ça. Certains disaient, mais ça ne sert pas à ça l'école. On n'est pas là pour être psy pour les élèves. Donc, je crois qu'il ne s'agit pas d'être psy. Je crois qu'il s'agit de participer à cette solidarité humaine. Et l'école, dans cette solidarité humaine par rapport au drame qu'on est en train de vivre, c'est effectivement de proposer aux enfants ce sas où ils déposeront un certain nombre de choses. Et se préparer aussi à se dire que un enfant ou des adultes qui déposent quelque chose, c'est pas à l'intercours, c'est pas pendant la récréation, c'est pas le soir, c'est quand il peut et quand il expose et qu'il aura besoin d'exprimer un certain nombre de choses. Donc si c'est le bazar, j'ai envie de dire, pour ceux qui reprendront avant ou après, mais dans les premières semaines de cours, c'est pas très grave. Je crois qu'il est plus important psychologiquement pour l'enfant de comprendre ce qui se passe, d'y mettre des mots et d'avoir ce retour des adultes qui ne sont pas des adultes de la famille, ce sont des adultes de l'extérieur qui auront d'autres discours. Je crois que c'est totalement indispensable. Il faut que l'enfant sorte de cette autocentration qui a été bienveillante, on espère, mais sans doute, de cette famille. Mais il faut que les enfants sortent. C'est un peu comme le serpent qui se mord la queue, il faut que ça fasse un B, il faut que les enfants entendent autre chose et vivent autre chose. Alors, pour terminer, vivre le retour dans l'établissement, il y aura évidemment un avant et après, mais dans l'avant et l'après, la nécessité de vivre une transition. Alors, quel est qu'est-ce que je veux dire par transition? D'abord, dire que la transition, c'est quelque chose qui ne se voit pas. La transformation se voit plus, c'est-à-dire on peut, lorsqu'un enfant devient un ado ou un adulte, on voit cette transformation. On le voit physiquement, on le voit dans la manière de pouvoir jouer avec les pensées. La transition, c'est un changement intérieur. Donc, c'est un changement qui ne se voit pas. Et peut-être travailler sur le sens avec les adultes et les enfants, c'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce que je peux désinvestir dans ma vie qui n'est plus porteur de sens? Réfléchir à ce qu'on laisse derrière, à ce qu'on souhaite investir de nouveau dans la vie. Et on peut sans doute considérer que cette crise est une sorte d'avertissement à l'humanité. La population mondiale est touchée, je le disais, et à l'école, il y a forcément quelque chose à apprendre de cette crise sanitaire à plusieurs niveaux. Un des niveaux que je vous conseillerais, c'est de réinterroger les circularités participatives au sein de la communauté éducative. Nous avons une tradition, qui est sans doute la tradition de l'école française, d'un système très, très vertical de la communication. Je prenais encore l'exemple, je prenais la dernière fois l'exemple des infirmières ou des aides-soignantes ou des personnels de services d'entretien et de qui on a dit mais ils ont fait un boulot absolument extraordinaire, ils font un travail indispensable et extraordinaire, ils ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie. J'ai envie de dire oui, mais ils le faisaient avant. Et ils le faisaient très très bien avant. Et c'est comme si on se rendait compte ou si on prenait conscience effectivement que ces gens-là faisaient un travail extraordinaire. Et sans doute que si on regarde autour de soi, eh bien sans doute qu'on vit la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent inaperçus et qui font des choses extraordinaires, et en particulier dans des organisations très, très hiérarchiques, très hiérarchisées, très verticales, c'est peut-être plus difficile de s'en rendre compte. Et il y a certains établissements scolaires où, par exemple, la femme de ménage ou l'homme d'entretien savent exactement, connaissent par cœur le projet d'établissement et participent aussi aux réunions pédagogiques parce qu'ils font partie de la même entreprise. Donc, c'est important de le faire. Donc, réinterroger cette circularité, travailler avec les parents qui ont beaucoup de choses à nous dire sur l'école. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'intégrer au travail pédagogique, mais dans le sens professionnel du terme, mais ils ont énormément de choses à nous dire sur l'environnement de l'enfant. Et réaliser un travail de reliance, une transition par la parole, ne pas accueillir l'enfant comme s'il ne s'était rien passé
soi. Les enfants ont vécu cette transition, il faut l'entendre. Donc faire mémoire et créer ensemble, devenir acteur et non simple spectateur du présent, et ne pas perdre peut-être le sens de l'interrogation humaniste à cause de cette fragilité. Nous sommes des êtres fragiles, nous sommes des êtres vulnérables, et c'est ce qui fait notre force. Alors, je vais terminer par vous proposer une forme de questionnement sur lequel vous pourriez travailler dans cette notion dans ce sas possible. C'est alors ce sont des questions qui valent ce qu'elles valent, mais vous pouvez en rajouter, c'est pas tout exhaustif, mais vous pourriez en rajouter, mais celle qui me semblait importante, c'est de se dire, finalement, pour les adultes, entre eux, quels que soient les professionnels, se poser la question, mais voilà, suite au confinement, comment est-ce que je peux interroger ma présence en présentiel, évidemment, ma présence auprès de l'élève. Qu'est-ce que ça a changé par rapport au distanciel? Qu'est-ce qui, dans mon métier, change quand je suis en distanciel ou en présentiel? Qu'est-ce que j'ai appris finalement de ce confinement pour consolider mon métier? Quelles sont les prises de conscience? Qu'est-ce que m'ont renvoyé les élèves dans la relation interpersonnelle? Qu'est-ce que j'ai appris de la solitude ou de la difficulté des élèves? Pareil pour les ressources numériques. Est-ce qu'elles doivent prendre toute la place ou pas? Ou comment est-ce qu'on peut s'organiser en numérique et collectif? Toutes les questions importantes pour cet enseignement hybride dont parlait Alain Bouvier la semaine dernière. Et puis, voilà, si j'avais quelque chose à changer dans mon établissement par rapport à ce que j'ai vécu du Covid, ça serait quoi? Ou pas du Covid, mais du confinement, ça serait quoi? Et puis, pour les enfants, d'autres questions possibles, puisque eux aussi c'est intéressant qu'ils se posent les mêmes questions, dans le sens, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette nouvelle façon de travailler? Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce qui a facilité mes apprentissages dans cette manière de travailler? Qu'est-ce qui a été compliqué? Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai appris de moi finalement dans ce changement? Est-ce qu'il y a des choses que je voudrais continuer à vivre de cette expérience? Est-ce qu'il y a des choses que je ne souhaiterais pas revivre? Est-ce qu'il y a des messages que j'ai à transmettre aux adultes? Et puis voilà, et leur poser une question. Si l'école devait changer, je proposerais quoi? Je crois que les enfants sont source de créativité incroyable par rapport à l'école qui est la leur, puisque c'est eux qui vont construire le monde. Nous, on n'a pas fini, mais un peu quand même. En tout cas, ils ont plus le temps de créer le monde leur appartient bien plus qu'à nous. Donc, toutes ces questions, évidemment, en fonction de l'âge des enfants, donc modulées en fonction de l'âge des enfants, bien sûr. Voilà ce que je voulais vous proposer comme échange, comme partage, comme contenu.